Je ne sais pas par où commencer, car mon histoire est longue et douloureuse. Mais j'ai vraiment besoin de la sortir de ma poitrine. J'ai 28 ans maintenant, et j'en ai vécu beaucoup. C'est la première fois que je partage mon histoire publiquement, et j'espère qu'elle aidera quelqu'un à se sentir moins seul. En grandissant, je me suis toujours sentie comme une étrangère, même au sein de ma propre famille. Mes parents, Linda et Robert, n'étaient pas les figures aimantes et compréhensives que l'on pourrait espérer. Au lieu de cela, ils ont été la source de la plupart de ma douleur et de ma souffrance. D'aussi loin que je me souvienne, ils ont été abusifs, tant physiquement qu'émotionnellement. J'étais l'aîné de 3 enfants, avec 2 frères plus jeunes, Jake et Tommy. Mes parents traitaient mes frères relativement mieux, mais pour une raison quelconque, j'ai toujours été la cible de leur colère et de leur frustration. Mes premiers souvenirs sont remplis de peur. Mes parents avaient une façon tordue de me discipliner, qui impliquait beaucoup de cris, d'insultes et de punitions physiques. Je me souviens d'un incident lorsque j'avais environ 5 ans. J'ai accidentellement renversé du lait en essayant de me servir un verre. Mon père a explosé de rage, m'a attrapé le bras et m'a traîné dans le salon. Il m'a jeté sur le canapé et a commencé à me crier dessus à quel point j'étais inutile et maladroite. Ma mère se tenait là, les bras croisés, hochant la tête. Ce n'était pas un incident isolé, c'était une occurrence régulière dans notre foyer. L'école n'était pas meilleure. De la maternelle au lycée, j'ai été victime d'intimidations implacables. Les enfants à l'école ont réalisé que j'étais différente, que je n'avais pas la même confiance et le même bonheur que les autres enfants. Ils se moquaient de mes vêtements, qui étaient souvent vieux et usés parce que mes parents refusaient de m'acheter de nouveaux vêtements. Ils m'insultaient, me tiraient les cheveux et m'excluaient de leur jeu. J'ai essayé d'en parler à mes professeurs, mais soit ils ne me croyaient pas, soit ils ne s'en souciaient pas assez pour intervenir. Au collège, les choses ont empiré. L'un des pires incidents s'est produit lorsque j'étais en 7e année. Un groupe de filles m'a coincé dans les toilettes et a commencé à se moquer de mon apparence. Elles m'ont poussé, tiré les cheveux et traité de tous les noms. Lorsque j'ai essayé de me défendre, l'une d'elles a pris mon sac à dos et a jeté tous mes livres et papiers dans les toilettes. Elles ont ri et m'ont laissé là, en pleurs et humiliée. J'avais trop peur d'en parler à qui que ce soit, car je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses. Le lycée a été une continuation du même cauchemar. L'intimidation est devenue plus sophistiquée et insidieuse. Ce n'était plus seulement physique, c'était psychologique. Mes camarades de classe répandaient des rumeurs à mon sujet, écrivaient des choses méchantes sur moi sur les réseaux sociaux et s'assuraient que je sache que je n'étais pas la bienvenue. Je me souviens d'une fois où quelqu'un a glissé une note dans mon casier qui disait « Pourquoi ne te suicides-tu pas? Personne ne te regretterait. » J'ai gardé cette note avec moi pendant des semaines, ruminant ces paroles. Je me sentais complètement seule et isolée. Ma vie familiale pendant le lycée a été tout aussi infernale. L'abus de mes parents n'avait pas diminué. En fait, il avait empiré. Ils me rabaissaient constamment, me disant que je ne ferais jamais rien de ma vie. Mon père avait un problème d'alcool, et ses accès de colère étaient imprévisibles et terrifiants. Un soir, il est rentré à la maison ivre et a commencé à me crier dessus parce que je n'avais pas préparé le dîner. Lorsque j'ai essayé de lui expliquer que j'avais été à l'école toute la journée et que je n'avais pas eu le temps de cuisiner, il m'a giflé au visage si fort que j'ai vu des étoiles. Ma mère, comme d'habitude, n'a rien fait pour l'arrêter. Au lieu de cela, elle m'a réprimandé pour l'avoir mis en colère. Malgré tout, j'ai réussi à entrer dans une université décente. J'ai pensé que peut-être, enfin, je pourrais échapper à mon passé et recommencer à zéro. Mais le mal était fait. J'étais une coquille vide, sans estime de soi et sans idée de comment naviguer dans un environnement sain. L'université a été une lutte dès le premier jour. J'avais du mal à me faire des amis et à faire confiance aux gens. J'étais toujours sur le qui-vive, attendant que le pire se produise. En 2e année, j'ai eu une colocataire nommée Sarah qui semblait assez gentille au début. Mais bientôt, elle a montré son vrai visage. Elle a commencé à faire des commentaires sarcastiques sur mon apparence et mes habitudes. Elle invitait ses amis et ils faisaient la fête bruyamment jusque tard dans la nuit, sachant que j'avais cours tôt le matin. Lorsque je l'ai confrontée à ce sujet, elle a ri au nez et m'a dit de me détendre. Les choses ont atteint un point critique un soir où je suis retournée dans notre chambre et que j'ai découvert qu'elle m'avait enfermée dehors. J'ai dû dormir dans la salle commune, et le lendemain, elle a agi comme si de rien n'était. L'université n'a cependant pas été entièrement mauvaise. J'ai eu quelques professeurs qui se souciaient vraiment de moi et qui ont essayé de m'aider. L'un d'eux, le professeur Adams, a remarqué que j'avais des difficultés et m'a proposé un tutorat supplémentaire. Il était gentil et patient, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que quelqu'un croyait en moi. J'ai réussi à valider mes cours et j'ai finalement obtenu mon diplôme. Mais les cicatrices de mon enfance et de mon adolescence étaient toujours là. Après l'université, j'ai déménagé dans une nouvelle ville dans l'espoir d'un nouveau départ. J'ai trouvé un emploi dans le marketing et j'ai essayé de me construire une nouvelle vie. Mais le traumatisme de mon passé continuait de me hanter. J'avais du mal à nouer des relations saines et je me retrouvais souvent dans des situations toxiques.
Mon estime de moi était toujours au plus bas, et je luttais contre la dépression et l'anxiété. J'ai commencé à suivre une thérapie, ce qui m'a aidé à déballer une partie de la douleur et à commencer le long processus de guérison. L'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire a été de confronter mes parents à propos de leurs abus. Il m'a fallu des années pour rassembler mon courage, mais je l'ai finalement fait. Je leur ai écrit une longue lettre détaillant tout ce qu'ils m'avaient fait subir et comment cela m'avait affecté. Je ne m'attendais pas à des excuses, et je n'en ai pas reçu. Ma mère m'a répondu en m'accusant d'être dramatique et ingrate. Mon père n'a pas répondu du tout. Mais écrire cette lettre a été cathartique pour moi. C'était une façon de reprendre une partie du pouvoir qu'il m'avait volé. Aujourd'hui, je continue à travailler sur ma guérison. J'ai des bons jours et des mauvais jours. J'ai coupé les ponts avec mes parents, ce qui a été l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. J'ai construit un petit mais solide cercle d'amis qui connaissent mon histoire et me soutiennent. J'apprends à faire à nouveau confiance aux gens et à croire que je mérite le bonheur. C'est un long chemin, mais j'y arrive, étape par étape. Lorsque j'ai commencé à suivre une thérapie avec le Dr Smith, j'étais un désastre. Je me souviens de ma première séance comme si c'était hier. J'étais tellement nerveuse que mes mains tremblaient et je pouvais à peine la regarder dans les yeux. Le Dr Smith a été gentil et patiente, créant un espace sûr où je pouvais m'ouvrir sans craindre d'être jugée. Il m'a fallu plusieurs séances pour même parler de mon enfance. Je m'asseyais là, regardant le sol, pendant qu'elle m'encourageait doucement à parler. L'un des moments les plus cruciaux de ma thérapie a été lorsque le Dr Smith m'a présenté le concept d'autocompassion. Elle m'a demandé de penser à la façon dont je traiterais un ami qui aurait vécu des expériences similaires. Le blâmerais-je, le traiterais-je de faible ou d'indigne? Bien sûr que non. Je lui offrirais de la gentillesse et de la compréhension. Elle m'a dit que je devais apprendre à me traiter de la même manière. C'était un concept étranger pour moi, mais cela a planté une graine qui, avec le temps, allait grandir et devenir une nouvelle façon de penser à moi-même. Nous avons beaucoup travaillé sur mon traumatisme passé en utilisant diverses techniques, y compris la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, et la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires, EMDR. L'EMDR a été particulièrement difficile car elle m'a obligée à revivre certains de mes souvenirs les plus douloureux. Mais elle a également été incroyablement efficace. J'ai commencé à remarquer des changements en moi, petits au début, mais significatifs. Je me sentais un peu plus légère, un peu plus pleine d'espoir. Parallèlement à ma thérapie, j'essayais de développer ma carrière dans le marketing. Mon premier emploi après l'université a été dans une petite entreprise de marketing. J'étais impatiente de faire mes preuves, mais mon manque de confiance en moi me freinait souvent. Je me souviens d'un incident au cours de mes premiers mois là-bas. J'avais travaillé dur sur une proposition de campagne pour un nouveau client et j'étais enthousiaste à l'idée de la présenter à mon équipe. Pendant la réunion, mon patron, M. Thompson, m'a interrompu à plusieurs reprises, remettant en question mes idées et me faisant me sentir petite. Je suis sortie de la réunion en me sentant brisée et en doutant de mes capacités. Le Dr Smith m'a aidé à analyser cette expérience. Elle m'a fait réaliser que le comportement de M. Thompson en disait plus sur lui que sur moi. Il était connu pour être un critique sévère et utilisait souvent sa position pour rabaisser les autres. Avec son soutien, j'ai commencé à trouver ma voie. La fois suivante où j'ai présenté une idée, j'ai été plus assertive. Je me suis assurée d'étayer mes propositions avec des données solides et je suis restée ferme lorsqu'on m'a défiée. Ce n'était pas facile, mais c'était une étape cruciale dans ma croissance. Au fur et à mesure que je gagnais en confiance, j'ai commencé à assumer des projets plus importants. Je me suis portée volontaire pour des tâches qui me faisaient peur, sachant que la seule façon de surmonter mes peurs était de les affronter de front. L'un des plus grands projets sur lesquels j'ai travaillé a été une campagne de relooking pour un client important. C'était une tâche à haut risque, et j'étais à la fois excitée et terrifiée. J'ai passé d'innombrables heures à faire des recherches, à réfléchir et à affiner mes idées. Lorsque le moment est enfin venu de présenter la campagne au client, j'étais un tas de nerfs. À ma grande surprise, la présentation s'est bien déroulée. Le client a adoré mes idées, et M. Thompson, qui avait été si critique auparavant, a fait l'éloge de mon travail. Ce fut une grande victoire pour moi et un tournant dans ma carrière. J'ai commencé à croire en moi et en mes capacités. J'ai réalisé que j'étais capable de bien plus que je ne l'avais jamais imaginé. En dehors du travail, j'ai continué à progresser dans ma vie personnelle. Le Dr Smith m'a encouragé à explorer des passe-temps et des intérêts qui m'apporteraient de la joie. Je me suis remise à la peinture, ce que je n'avais pas fait depuis que j'étais enfant. J'ai rejoint un cours d'art local et j'ai trouvé cela incroyablement thérapeutique. C'était une façon de m'exprimer sans mots, de canaliser mes émotions dans quelque chose de beau. J'ai également commencé à me constituer un réseau de soutien. J'ai rejoint des communautés en ligne pour les survivants d'abus et j'ai trouvé du réconfort en me connectant avec d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires. Nous partagions nos histoires, nous nous offrions du soutien et nous célébrions nos victoires, aussi petites soient-elles. Ces connexions ont été inestimables dans mon cheminement vers la guérison. Au travail,
j'ai été confrontée à un autre défi qui a mis à l'épreuve ma résilience. Nous avons eu une nouvelle recrue, Lisa, qui est rapidement devenue la préférée de Monsieur Thompson. Elle était intelligente, sûre d'elle et semblait exceller dans tout ce qu'elle faisait. Je me suis sentie menacée et peu sûre de moi, craignant d'être éclipsée. Cela a ramené beaucoup d'anciens sentiments d'insuffisance et de peur de ne pas être assez bien. Le Dr Smith m'a aidé à gérer ces sentiments. Elle m'a rappelé que le succès de Lisa ne diminuait pas le mien. Nous avons parlé de l'importance de la collaboration plutôt que de la compétition et de la façon dont le soutien mutuel pouvait conduire à de meilleurs résultats pour tous. J'ai décidé d'approcher Lisa et de lui proposer mon aide pour l'un de ses projets. À ma grande surprise, elle s'est montrée reconnaissante et a accepté ma contribution. Nous avons fini par très bien travailler ensemble, et j'ai beaucoup appris d'elle. Ce fut une leçon sur le pouvoir du travail d'équipe et l'importance de se soutenir mutuellement. À mesure que ma carrière progressait, j'ai commencé à assumer des rôles de leadership. J'ai été promue chef de projet et j'ai été chargée de superviser une équipe. Ce fut un grand pas pour moi, et j'étais déterminée à être le genre de leader qui soutient et encourage son équipe plutôt que de la rabaisser. J'organisais des réunions d'équipe régulières où chacun avait la possibilité de partager ses idées et ses commentaires. Je m'assurais de reconnaître et de célébrer les réalisations de mon équipe, aussi petites soient-elles. C'était incroyablement gratifiant de les voir grandir et réussir. Un projet particulièrement mémorable a été une campagne publicitaire nationale pour le lancement d'un nouveau produit. C'était une tâche énorme, avec un délai serré et des attentes élevées. Je savais que ce serait un défi, mais j'étais enthousiaste à l'idée de faire mes preuves. J'ai réuni une équipe talentueuse et j'ai travaillé en étroite collaboration avec eux pour développer une campagne créative et efficace. Il y a eu d'innombrables nuits blanches et des moments de doute, mais nous nous sommes rassemblés et nous avons fait en sorte que cela se produise. La campagne a été un énorme succès. Le lancement du produit a dépassé toutes les attentes, et notre client était ravi. Nous avons reçu une reconnaissance et des récompenses de l'industrie, et ce fut l'un des moments les plus fiers de ma carrière. Cela a été comme une validation de tout le travail acharné et de la persévérance que j'avais investi au fil des ans. Cela a également renforcé l'importance de croire en moi et en mes capacités. Tout au long de ce voyage, le Dr Smith a été une source constante de soutien et d'orientation. Elle m'a aidé à comprendre que la guérison n'est pas un processus linéaire et que les revers font naturellement partie de la croissance. Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression de revenir à la case départ, mais elle me rappelait le chemin parcouru et m'encourageait à persévérer. L'un des exercices les plus puissants que nous ayons fait en thérapie a été d'écrire une lettre à mon jeune moi. Le Dr Smith m'a demandé d'écrire à la petite fille qui avait enduré tant de douleurs et de lui dire tout ce que j'aurais aimé qu'elle sache à l'époque. Ce fut une expérience émotionnelle et cathartique. Je lui ai dit qu'elle était forte, résiliente et qu'elle méritait l'amour et le bonheur. Je lui ai dit que l'abus qu'elle avait subi n'était pas de sa faute et qu'elle accomplirait de grandes choses malgré tout. Écrire cette lettre m'a aidé à me voir sous un nouveau jour et à reconnaître la force et le courage qu'il fallait pour survivre et s'épanouir. Aujourd'hui, je suis dans un bien meilleur endroit. J'ai appris à fixer des limites et à donner la priorité à mon bien-être. J'ai continué à progresser dans ma carrière et j'ai même commencé à encadrer d'autres personnes qui débutent dans l'industrie. C'est incroyablement gratifiant de pouvoir redonner et d'aider les autres à relever leurs propres défis. En regardant en arrière, je peux voir le chemin parcouru. Le chemin vers la guérison est long et souvent difficile, mais chaque étape en vaut la peine. J'ai appris qu'il est bon de demander de l'aide, de s'appuyer sur les autres et d'être gentil avec soi-même. J'ai aussi appris que je suis capable de plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Ma vie s'améliorait constamment. Je progressais dans ma carrière, je maintenais des limites saines avec les personnes toxiques et je continuais ma thérapie. Mais juste au moment où je pensais avoir enfin laissé le passé derrière moi, j'ai reçu une lettre qui a brisé mon sentiment de sécurité. Mes parents me poursuivaient en justice. Le motif du procès était absurde. Ils prétendaient que je leur devais de l'argent pour le coût de mon éducation et exigeaient une somme substantielle pour subvenir aux besoins de Jacob, le demi-frère qu'ils avaient adopté après mon départ. Le procès a été ressenti comme une attaque contre les progrès que j'avais réalisés et l'indépendance pour laquelle j'avais tant lutté. Je savais que je devais me défendre. La date du procès a été fixée à un lundi matin. Je suis entrée dans la salle d'audience avec un mélange d'anxiété et de détermination. Mes parents étaient assis de l'autre côté, l'air aussi vindicatif que jamais. Jacob, le demi-frère que je n'avais jamais rencontré, était assis à côté d'eux avec un air suffisant. Mon avocate, Madame Grant, m'a assuré que nous avions une affaire solide, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de crainte. Le premier jour du procès a été exténuant. L'avocat de mes parents, un homme rusé nommé Monsieur Edwards, a présenté son cas avec un air de confiance. Il a soutenu que mes parents avaient fait des sacrifices financiers importants pour m'élever et que je leur devais une compensation. Il les a dépeints comme des parents aimants et dévoués qui avaient été injustement abandonnés. Lorsque ce fut notre tour, Madame Grant a méthodiquement démantelé leurs arguments. Elle a présenté des preuves des abus que j'avais subis, y compris des dossiers de mes séances de thérapie et des témoignages de personnes qui avaient été témoins de leur comportement.
Elle a soutenu que je n'avais aucune obligation légale ou morale de subvenir aux besoins de mon demi-frère, surtout compte tenu des circonstances. Tout au long de la semaine, la salle d'audience est devenue un champ de bataille. Chaque jour apportait de nouveaux défis et des bouleversements émotionnels. Le mardi, ma mère est montée à la barre et a donné une performance digne d'un Oscar. Elle a pleuré, affirmant qu'elle avait toujours fait de son mieux pour moi et qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si cruelle. Ses larmes de crocodile étaient exaspérantes, mais j'ai gardé mon sang-froid. Le mercredi, c'était au tour de mon père. Il était plus agressif, essayant de m'intimider avec son témoignage. Il m'a accusé d'être ingrate et égoïste, et à un moment donné, il m'a même crié dessus depuis la barre des témoins. Le juge a dû intervenir, l'avertissant de contrôler son tempérament. Malgré ses fanfaronnades, Madame Grant a habilement exposé les incohérences de son récit. Le jeudi a peut-être été le jour le plus difficile pour moi. Jacob est monté à la barre. C'était un adolescent, âgé d'environ 16 ou 17 ans, et il m'a regardé avec une haine pure. Il a affirmé qu'il était privé d'une éducation et d'opportunités appropriées parce que je refusais d'aider. Il était clair que mes parents lui avaient empoisonné l'esprit contre moi, et cela m'a fait mal de voir quelqu'un d'aussi jeune consommer par tant de colère. Le vendredi, j'étais épuisée émotionnellement. Je suis montée à la barre nerveuse, mais résolue. Madame Grant m'a guidée tout au long de mon témoignage, m'aidant à expliquer les années d'abus et de manipulation que j'avais endurées. J'ai parlé de mes luttes et des mesures que j'avais prises pour reconstruire ma vie. Je pouvais voir les membres du jury écouter attentivement, certains d'entre eux étant clairement touchés par mon histoire. Le week-end a été un flou d'anxiété et de préparation pour le dernier jour du procès. Je savais que le lundi serait crucial. Madame Grant et moi avons passé en revue chaque détail, en veillant à être prête à tout ce que Monsieur Edwards pourrait nous lancer. Le lundi est arrivé, et la salle d'audience était tendue. Monsieur Edwards a prononcé sa plaidoirie finale, tentant une fois de plus de dépeindre mes parents comme des victimes. Madame Grant a ensuite prononcé un discours puissant, rappelant au jury les abus que j'avais subis et soutenant que je ne devais rien à mes parents. Après ce qui a semblé une éternité, le jury s'est retiré pour délibérer. Les heures se sont écoulées, chaque minute étant remplie d'une tension insoutenable. Enfin, ils sont revenus avec leur verdict, j'avais gagné. Le soulagement était accablant. J'avais affronté mes parents et j'avais gagné. J'ai senti un poids se soulever de mes épaules lorsque le juge a annoncé la décision. Mais juste au moment où je commençais à me détendre, le chaos a éclaté. Jacob, qui avait été enragé pendant tout le procès, s'est soudainement levé d'un bond. Il a sorti une batte de baseball de son sac à dos et s'est précipité vers moi. La salle d'audience a explosé en cris et en hurlements. J'ai à peine eu le temps de réagir lorsqu'il m'a lancé la batte. J'ai réussi à l'esquiver, mais la batte m'a effleuré le bras, me causant une douleur aiguë. Les agents de sécurité ont plaqué Jacob au sol, le maintenant au sol alors qu'il se débattait et criait. La salle d'audience était un chaos, les gens criant et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Madame Grant et quelques agents de sécurité m'ont rapidement sorti de la salle d'audience, mon cœur battant la chamade. À l'extérieur de la salle d'audience, j'ai pris un moment pour reprendre mon souffle. L'adrénaline coulait encore dans mes veines, et mon bras me faisait mal là où la batte m'avait frappé. Madame Grant a appelé une ambulance et j'ai été transportée à l'hôpital pour y être examinée. Heureusement, la blessure n'était pas grave, mais toute l'expérience m'a laissé sous le choc. L'incident avec Jacob a ajouté une autre couche de complexité à la situation. Mes parents ont tenté de l'utiliser à leur avantage, affirmant que je l'avais provoqué et qu'il n'était qu'un enfant qui se conduisait mal. Cependant, les images de sécurité de la salle d'audience montraient clairement qu'il avait initié l'attaque. Jacob a été arrêté, et la tentative de mes parents de manipuler le récit à leur avantage a échoué. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire a attiré l'attention des médias. Les journalistes me harcelaient, désireux d'en savoir plus sur le procès et l'attaque. J'ai refusé toutes les interviews, choisissant de me concentrer sur ma guérison et d'aller de l'avant. Madame Grant m'a aidé à déposer une ordonnance restrictive contre mes parents et Jacob, s'assurant qu'ils ne pourraient plus jamais m'approcher. Malgré le traumatisme de l'attaque, j'ai ressenti un sentiment d'apaisement. Le procès m'avait obligée à affronter mon passé de front, et j'en étais sortie victorieuse. J'ai continué à voir le Dr Smith, qui m'a aidé à traiter les événements et à gérer la peur et l'anxiété persistante. Elle m'a rappelé que j'avais pris le contrôle de ma vie et que je n'étais plus une victime. Avec le temps, j'ai trouvé une nouvelle force dans mes expériences. Je suis devenue une défenseur des autres victimes d'abus, partageant mon histoire dans des groupes de soutien et des forums en ligne. Ma carrière a continué de prospérer et j'ai trouvé de la satisfaction à aider les autres à naviguer sur leur propre chemin de guérison. Un événement particulièrement mémorable s'est produit quelques mois après le procès. J'ai été invitée à prendre la parole lors d'une conférence sur le thème du dépassement de l'adversité. Debout sur cette scène, partageant mon histoire avec une salle comble, j'ai ressenti un profond sentiment d'autonomisation. J'ai réalisé que mon passé ne me définissait pas, c'était ma force et ma résilience qui me définissaient vraiment. La vie n'est pas parfaite,
Et j'ai encore mes combats. Mais je sais maintenant que je suis capable de surmonter tout ce qui se présente à moi. Mon voyage m'a rendue plus forte, et je suis déterminée à utiliser mes expériences pour aider les autres à trouver leur propre force. Suite à l'attaque dans la salle d'audience, Jacob a été arrêté et a fait face à des accusations d'agression. Les preuves contre lui étaient accablantes, car les images de sécurité le montraient clairement en train de m'attaquer avec une batte de baseball. Son procès a été rapide et il a été reconnu coupable. Compte tenu de son âge et de la nature violente de l'attaque, il a été condamné à un centre de détention pour mineurs. Le juge lui a également imposé une thérapie obligatoire, reconnaissant les problèmes profondément enracinés qui lui avaient probablement été inculqués par mes parents. Les conséquences des actes de Jacob ont eu des répercussions sur notre famille. Les services de protection de l'enfance, SPCE, sont intervenus, menant une enquête approfondie sur l'aptitude de mes parents à être tuteurs. Les abus que j'avais subis, ainsi que leur incapacité à fournir un environnement sûr et favorable à Jacob, brossaient un tableau sombre. Les SPCE ont déterminé que mes parents n'étaient pas aptes à s'occuper d'enfants et les ont privés de leurs droits parentaux. Jacob a été placé dans un programme de réadaptation au sein du système de détention pour mineurs, et tous les autres enfants en famille d'accueil dont il pouvait s'occuper ont été retirés de leur garde. Ce tournant dramatique des événements m'a laissé avec des sentiments mitigés. D'un côté, je me suis senti justifié de savoir que mes parents étaient enfin tenus responsables de leurs actes. D'un autre côté, il était déchirant de voir à quel point leur comportement toxique avait affecté Jacob. Malgré tout, il n'était encore qu'un enfant, et une partie de moi espérait qu'il trouverait un moyen de guérir et de se construire un avenir meilleur. Au milieu du tumulte, j'ai trouvé du réconfort dans mon travail et ma thérapie. Ma thérapeute, le Dr Smith, est restée une lumière directrice, m'aidant à gérer les conséquences du procès et de l'attaque. Elle m'a encouragé à me concentrer sur les changements positifs dans ma vie et à continuer à construire un avenir qui ne serait pas défini par mon passé. Pendant ce temps, j'ai aussi commencé à m'ouvrir à la possibilité de nouvelles relations. J'avais passé tellement de temps sur la défensive et méfiante envers les autres, mais j'ai réalisé qu'une partie de la guérison signifiait me permettre de me connecter à nouveau avec les gens. C'est alors que j'ai rencontré Sarah. Sarah et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un dîner. Elle était chaleureuse, drôle et incroyablement gentille. Nous nous sommes tout de suite entendus, créant un lien grâce à notre amour commun pour l'art et les voyages. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une véritable connexion avec quelqu'un. Notre amitié s'est rapidement transformée en quelque chose de plus, et nous avons commencé à sortir ensemble. Notre relation n'a pas été sans défi. J'ai été ouverte avec Sarah sur mon passé, et elle m'a incroyablement soutenue. Mais j'avais encore des moments de doute et de peur. La confiance ne m'est pas venue facilement, et il y a eu des moments où mes insécurités ont pris le dessus. Mais Sarah a été patiente et compréhensive, toujours prête à parler des choses et à me rassurer. Un incident mémorable s'est produit environ 6 mois après le début de notre relation. Nous avions prévu une escapade d'un week-end dans un chalet à la montagne. C'était censé être une escapade relaxante loin du stress de notre vie quotidienne. Cependant, la première nuit, j'ai fait un cauchemar sur l'attaque dans la salle d'audience. Je me suis réveillée en état de panique, et Sarah était là pour me réconforter. Elle m'a tenue dans ses bras pendant que je pleurais, me disant que j'étais en sécurité et qu'elle était là pour moi. Ce moment a solidifié mes sentiments pour elle. J'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement une compagne, c'était quelqu'un qui se souciait vraiment de mon bien-être et qui était prêt à me soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. À mesure que notre relation se renforçait, j'ai commencé à envisager un avenir avec Sarah. Nous avons parlé de nos rêves et de nos objectifs, et il est devenu évident que nous étions sur la même longueur d'onde. Après 1 an de relation, j'ai décidé de franchir le pas suivant. J'ai planifié une soirée spéciale, recréant notre premier rendez-vous et se terminant par une demande en mariage. À ma grande joie, Sarah a dit oui. Nos fiançailles ont été une période heureuse, remplie de planification et d'excitation pour l'avenir. Nous avons décidé d'organiser un petit mariage intime avec nos amis et notre famille les plus proches. Le jour du mariage était parfait. Nous avons échangé nos vœux dans un beau jardin, entouré de fleurs et des personnes que nous aimions. Debout là, tenant la main de Sarah et la regardant dans les yeux, j'ai ressenti une paix et un bonheur que je n'avais jamais connus auparavant. Le mariage a été une célébration de l'amour et de la résilience. Mes amis du groupe de soutien, des collègues et certains des professeurs qui m'avaient soutenu à l'université étaient présents. Même le professeur Adams, qui m'avait tant aidé pendant mes études, était là pour célébrer avec nous. C'était la preuve que j'avais construit une nouvelle famille, une famille de choix et de respect mutuel. Un moment particulièrement émouvant a eu lieu pendant la réception, lorsque mon amie Lisa a prononcé un discours. Lisa avait traversé ses propres épreuves, et nous avions créé un lien grâce à nos expériences communes. Dans son discours, elle a parlé du chemin parcouru et de la fierté qu'elle ressentait de me voir forte et heureuse. Ces paroles m'ont fait pleurer et m'ont rappelé le pouvoir de l'amitié et du soutien. Après le mariage, Sarah et moi nous sommes installés dans notre nouvelle vie ensemble.
Nous avons acheté un appartement confortable en ville, l'avons rempli d'œuvres d'art et de souvenirs, et avons commencé à construire un avenir. Nous avons voyagé, exploré de nouveaux passe-temps et continué à soutenir les rêves de l'autre. Sarah m'a encouragée à me consacrer plus sérieusement à ma passion pour l'art, et je me suis remise à la peinture. J'ai même organisé une petite exposition dans une galerie locale, ce qui a été une étape importante pour moi. Sur le plan professionnel, les choses allaient également bien. J'ai reçu une promotion au travail, devenant chef de projet senior. Ce nouveau rôle s'accompagnait de plus de responsabilités, mais j'étais prête à relever le défi. L'un des projets les plus importants que j'ai dirigé a été une campagne de marketing pour un organisme à but non lucratif axé sur la sensibilisation à la santé mentale. C'était une cause qui me tenait à cœur, et j'ai mis tout mon cœur dans le projet. La campagne a été un succès, sensibilisant le public et recueillant des fonds pour les services de santé mentale. Il était incroyablement gratifiant de voir mon travail avoir un impact positif. Avec le temps, Sarah et moi avons parlé de fonder une famille. Nous avons décidé d'adopter, voulant offrir à un enfant l'amour et le soutien dont nous avions toutes les deux été privées à notre manière. Le processus d'adoption a été long et parfois frustrant, mais cela en valait la peine. Finalement, nous avons été jumelés à une belle petite fille nommée Mia. Accueillir Mia dans notre foyer a été l'un des moments les plus heureux de notre vie. Elle a apporté tant de joie et de lumière dans notre monde. La parentalité a été un nouveau défi passionnant. Sarah et moi avons géré les nuits blanches, les crises de colère des tout-petits et la joie de voir Mia grandir et découvrir le monde. Nous étions déterminés à créer un environnement aimant et favorable pour elle, brisant le cycle d'abus et de négligence qui avait marqué notre propre enfance. Le rire et la curiosité de Mia étaient un rappel constant de la nouvelle vie que nous avions construite. Tout au long de ces expériences, j'ai continué à suivre une thérapie. Le Dr Smith est resté une partie essentielle de mon système de soutien, m'aidant à naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Nous avons travaillé sur des stratégies d'adaptation pour l'anxiété qui persistait encore et avons parlé des défis liés à l'équilibre entre le travail, le mariage et la parentalité. Ces conseils ont été précieux, et je sais que je ne serais pas là où je suis sans son aide. En réfléchissant à mon parcours, j'ai réalisé le chemin parcouru, d'une enfant effrayée et maltraitée à une adulte confiante et prospère avec une famille aimante. Ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais. La douleur de mon passé n'a pas disparu, mais elle est devenue une partie de mon histoire, une histoire de résilience, de guérison et d'espoir.